Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information de ce vendredi 11 octobre 2019. Édition que nous ouvrons ce soir par ce drame sur la nationale numéro 5. De morts et plusieurs blessés, tout comme d'importants dégâts matériels. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu aux premières heures de ce vendredi dans la ville de Mbanga sur la nationale numéro 5. À l'origine de cette hécatombe sur l'asphalte, le mauvais état de la route et un dépassement. Les précisions de Jean-Jamin Yena et Jani Yonta. C'est le chauffeur à bord de ce véhicule de type IAS, réduit en un tas de ferraille, Akbo William, âgé de 49 ans, et l'un des passagers, une dame, Taplon Kunkekan Nadine, 34 ans, commerçante, qui paye ainsi le plus lourd tribut de ce grave accident de la circulation, survenu aux premières heures de ce vendredi 11 octobre 2019. À Mbanga, dans le département du Mungo. La victime, c'est la femme de mon grand frère. Elle a voyagé l'autre jour. Bon, elle est partie acheter sa marchandise. En route, on nous a appelé vers 1h du matin. Elle a fait l'accident et elle est morte sur place. Il y a eu 2 mois, elle et le chauffeur. Coincés entre deux voitures de type gros porteur, tous deux roulant en sens inverse. Le conducteur de cette IAS broyée, transportant de la marchandise, des vivres frais, en provenance de l'Ouest, n'a pas eu plus de chance sur cette nationale numéro 5, aux encablures du péage, non loin du lycée technique de Mbanga, au lieu d'Imouyuka. C'était aux environs de minuit moins. Alors, minuit moins, j'arrive là, je trouve le camion de la PHP, Djongo, qui était déjà, PHP qui pour la banane, il était déjà garé. Moi j'ai garé derrière lui. Il a garé à l'attente des véhicules qui venaient de sens opposé. Par rapport à l'état de la route qui était gâtée, il attendait que les véhicules venaient de l'autre côté traverse. J'ai donc garé derrière lui. Entre temps, la petite IAS est venue garer derrière moi. C'est seulement au moment où maintenant tous les véhicules qui venaient de sens opposé sont passés. Quand lui maintenant il l'engage pour traverser la mauvaise voie. Moi aussi je libère mon parking et je mets ma vidéo pour découvrir que j'entends subitement un boum derrière. Entre-temps, les deux occupants de la IAS étaient déjà presque nets. Parce que la dame qui était en question parlait sur moi. On a essayé d'avancer le camion qui était devant moi. Maintenant, il était question que j'avance pour libérer le véhicule. Mon véhicule était déjà bloqué. L'excès de vitesse et la qualité approximative du bitume, sis à la sortie de Mbanga, seraient à l'origine du drame. La cause de cet accident, c'est le mauvais état de route. Parce que si le camion n'était pas garé ici, et les trous aussi sur la route, je dis que la voiture pouvait passer là-bas sans problème. Et la voiture aussi qui les a arrêtés devait aussi passer. Des dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital de Mbanga. Quant aux blessés graves, ils ont été internés dans diverses formations hospitalières. Arrête bien quoi. La chaufferie du village Mbanga Bakoko, située dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, volée hier en éclats. L'incendie qui serait parti d'une des chambres de la concession s'est rapidement répandu, réduisant en cendres l'ensemble de la dite concession. Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux du sinistre, le retour brutal de l'énergie électrique serait à l'origine de cette tragédie. Jean-Jamin Yedna, Patrice Foucault. Seules ces chaises à usage commercial, ces canapés et quelques matériels qui s'y trouvaient au niveau du salon de la chaufferie du village Ngodi Bakoko ont échappé à la furie des flammes. Mais on a vu que sacrifier peut-être plus de 560 chaises, franchement, ça va aller à la grand-mère un grand choc. Il a fallu qu'on casse cette fenêtre pour pouvoir ressortir les chaises qui étaient à l'intérieur, afin que si le feu arrive de ce côté, que nous avons déjà pu sauver les chaises. L'incendie qui s'est déclenché en pleine journée, dans l'après-midi de ce jeudi 10 octobre 2019, a consumé l'essentiel de cette concession sacrée de Ngodi Bakoko,
dans l'arrondissement de Douala 3e, ce en l'absence des occupants. Je n'étais pas là quand l'incendie a commencé. Quand je suis arrivée, à mon retour, j'étais dépassée. Je ne sais même pas. Je suis rentré de l'école environ de 17h. Le temps pour moi d'arriver à la maison me changeait comme d'habitude. J'arrive et je constate que toute la maison est en flammes, toute la maison était incendiée. Nous sommes entrés par la pièce principale, par la porte de derrière, ouvrir la première chambre. La seconde chambre était fermée, c'est là où était, n'est-ce pas, l'origine de la flamme. Quand nous avons cassé cette flamme, cette porte, tout était embrasé à l'intérieur. Nous n'avons pas pu sortir un seul document de l'intérieur. Parti d'une des chambres de cette maison, le feu n'a épargné aucune pièce de la chaufferie de 3e degré d'Ngodi Bakoko et réduit tout en cendres sur son passage, malgré l'action salutaire des riverains. Une fois la porte de cette chambre ouverte, l'air, une fois entré, la flamme se propageait vers le haut. Nous avons pu, de par tous les moyens, casser les nacos, casser la fenêtre là pour sortir les chaises, pour éviter, n'est-ce pas, un embrasement total. Parce qu'il y a les chaises en plastique et avec les objets sacrés et autres. Le feu a bien brûlé la maison. J'ai même un de mes fils qui a perdu son acte de naissance, ses cahiers, ses vêtements. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Tous mes habits se sont brûlés, mes actes de naissance, tout, il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment il va faire pour aller à l'école lundi. En plus, je suis en pleine évaluation, je ne suis même pas parti à l'école aujourd'hui. Et ça a tout brûlé, tous mes effets scolaires, tout, mon acte de naissance, tous mes papiers, tout ce que j'avais, ça a tout brûlé. À l'origine, la thèse d'un court-circuit dû à un retour brusque du courant électrique après une série de délestages. Je ne connais rien, mais tout ce que je sais, c'est que ce sont les coupures de néo qui ont occasionné tout ça. Je crois que le problème vient du néo. Depuis plus d'une semaine, ils nous donnent la lumière. Quelques minutes après, ils peuvent couper 10 fois par jour. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a produit ça? On me dit que le ventilateur, le problème de remue-ménage, comme mon ventilateur, quelques petites difficultés. C'est ça qui a donc dû causer l'incendie. Et toutes les coupures de lumière, depuis samedi, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Quand ça revient, ça fait même pas 2 minutes. On ne sait pas vraiment. Et il y a la question de savoir comment les flammes d'une intensité pareille peuvent facilement embraser toute une chaufferie d'Ngodi Bakoko. Je crois pas que cet incendie casse un message. Ça doit être un court-circuit venant comment on appelle, des coupures intensives de courant régulier de Néo. Donc ça ne cache rien de mystique, de coutume, rien de coutume. On a savoir, cette visite inopinée des flammes à la chaufferie d'Ngodi Bakoko arrive au moment où Sa Majesté Koloto Eba Zakari, chef du dit village, est en déplacement. Du rififi à la chefferie à Oussa, dans la ville d'Edea, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral au Cameroun. Le nouveau chef élu et installé de cette communauté à Oussa ne fait pas l'unanimité. Les 3 autres candidats ayant été consultés par le sous-préfet du 1er arrondissement de la ville d'Edea ont boycotté le scrutin, indiquant que les dés étaient bipés d'avance avec le concours de l'autorité administrative. Jean-Jamin Yedna, Jean-Blaise Tonia. Avec 17 voix pour et une seule voix contre, Soulé Mohamed a été élu chef du quartier Yaoussa à Edea, dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime. Le nouveau chef a été investi au cours d'une cérémonie très courue, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement d'Edea 1er. Ce au terme d'une élection dont le désormais auxiliaire de l'administration a été l'unique candidat à ce poste de chef de 3e degré du quartier Yaoussa de la ville Lumière. C'est lui qui a été à la tête, venu trouver les gens au quartier. C'est vraiment lui qui a mené une certaine division. Et c'est un acte qui révolte.
On se cède notre cher et beau pays, le Cameroun, qui est un pays de paix, de respect de la loi, de respect de l'autorité de la ville. C'est l'occasion pour moi d'inviter le nouveau chef à se mettre dans une posture de rassembleur, à se mettre dans une posture d'humilité, de ramener tout le monde autour de lui pour, bien entendu, ramener la sérénité, le calme dans le quartier à Oussa, sérénité et calme qui ont été ces derniers temps particulièrement perturbés. Une investiture qualifiée de nulle et de nul effet par les 3 autres candidats, dûment enregistrés et validés par la même autorité administrative lors des consultations en vue de la désignation du nouveau chef du quartier Yaoussa à Edea. Compte tenu de la loi qui a été prévue que quand il y a annulation d'une élection au sein d'une chefferie, il faudrait qu'on reprenne avec les mêmes personnes. Bon, à ma grande surprise, je me suis retrouvé qu'il y a un autre candidat, celui dont le sous-préfet soi-disant dit qu'il a investi comme chef, alors qu'au départ il n'était pas avec nous. Les gens qu'on a mis sur la liste ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes. Donc c'est ça qui nous énerve. Ce ne sont pas des notables. Ce ne sont pas les vrais notables. Les femmes. Les femmes maliennes nigériennes. Les femmes maliennes nigériennes. Son chef de bloc, il n'y a aucun chef de bloc qui a été là. Et le 25 mai 2016, j'ai été désigné chef du quartier à Oussa. Par ailleurs, je suis chef de la communauté à Oussa de la Sadaga maritime. Donc cette vacance ouverte à ma chefferie, alors que le décret de 77 dit que pour qu'il y ait survenance d'une vacance à la chefferie, il faut que le chef soit décédé, qu'il soit démissionnaire, qu'il soit destitué ou qu'il soit atteint d'une incapacité physique ou mentale, régulièrement constatée par un médecin. Alors il n'en est plus rien de ces 4 motifs. Une vacance a été ouverte à ma chefferie. Je suis resté suivre le cours de l'histoire. J'ai appris que l'autorité administrative a rappelé les 3 candidats que nous sommes à venir déposer leur dossier pour une reprise des élections. Lorsqu'une élection est reprise, c'est les 3 candidats en lice qui repartent en compétition. Une magouille électorale orchestrée par le sous-préfet d'Edea Premier, ce qui justifie la non-présence, mieux le boycott des 3 autres candidats, à savoir Zakari Mohamadou, chef du quartier Yaoussa sortant, Abdourahman et Labaran Mahamadou, à ce qu'il qualifie de mascarade de l'autorité administrative. Bon, c'est pour cette raison que nous avons boudé l'événement d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous 3 candidats, nous avons refusé d'y assister parce que c'est illégal. Lorsqu'une élection est reprise, c'est les 3 candidats en lice qui repartent en compétition. Ça aussi, vous avez constaté vous-même que nous n'avons pas été là-bas pour la simple raison que nous avons un communiqué officiel qui annonçait la venue du sous-préfet dans notre quartier pour une consultation en la journée du vendredi 4 octobre. Pour une raison ignorée, le sous-préfet n'est pas venu. Nous sommes en attente donc d'un prochain communiqué qui nous fera, n'est-ce pas, indication de la date de la venue du sous-préfet. Contre toute attente, hier nous avons été surpris aux environs 23 heures que le sous-préfet vienne ici, aujourd'hui, ce matin, pour faire une consultation. Nous avons vu 3 voitures arriver, un pick-up de la gendarmerie, une voiture verte Mercedes dans laquelle était dissimulé le sous-préfet parce qu'il est venu en cachette. Et il a fait cette simulacre d'élection. Donc seulement, le un voix même qu'il a eu, c'est le monsieur qui lui a voté. Donc ils ont, vu qu'on a demandé aux autres candidats, on ne les a pas demandé la liste. C'est eux qui ont produit la liste et le sous-préfet manque que c'est Baba Zakari qui lui a remis la liste. Et la majorité de ceux qui sont... S'il y avait même un mot qui dépasse mentir, il va utiliser ce mot. C'est même pas mentir, il est en train d'arnaquer les gens. Abusé déjà. Il a abusé déjà. Il vient dire qu'il veut mettre la peau au Katia Oussa alors qu'il est le premier à bafouer la loi et venir mettre la guerre au Katia Oussa. Il y a eu beaucoup de pesanteurs, beaucoup de mauvaises langues se sont investies dans la dynamique de ne pas faciliter ces travaux, mais vous et moi, nous avons fait le constat de ce que les populations
du quartier à Oussa, dans leur grande majorité, se sont mobilisés aujourd'hui et sont venus à notre rencontre. Et vous avez vous-même suivi les youyou. Et au regard de ce qui précède, des contestataires n'entendent pas baisser la garde. Ils envisagent aller jusqu'au bout pour contrecarrer ce passage en force en lieu et place de l'approche conciliante. C'est dire que la prise de fonction du sieur Souley Mohamed à la tête du quartier Yaoussa à Edea ne sera pas un long fleuve tranquille. Pour s'assurer de la maturité des projets d'investissement estimés à 1400 milliards de francs CFA et indispensables pour l'opérationnalisation de son plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025, la ville de Douala vient de se doter d'une société d'études au terme d'une assemblée générale constitutive tenue ce vendredi. Reportage. Pour rendre opérationnel le plan directeur d'urbanisme dans une ville de Douala à la démographie galopante, soit plus de 3 millions d'habitants, la Société métropolitaine d'investissement, créée en 2018, doit rechercher des financements pour implémenter les projets d'investissement contenus dans ce document de planification et estimé à 1400 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, le 17 août 2018, a été créée la Société métropolitaine d'investissement de Douala, société qui a pour vocation principale l'ingénierie financière, c'est-à-dire le conditionnement des projets. Et c'est pour que cette ambition ne se heurte pas au goulot d'étranglement à l'origine de la maturation tardive des projets que la ville de Douala vient de se doter au terme d'une assemblée générale constitutive d'une société d'études. Vous savez que la maturation des projets est une problématique. Je voudrais vous rappeler que l'idée qui guide toute cette démarche part donc de notre nouveau plan directeur d'urbanisme qui nous demande 900 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. La CEDO SA aura donc pour mission de faciliter la construction des bâtiments, des ponts, drains et bien d'autres projets en fournissant à l'ASMID son expertise dans la conception et la mise en œuvre des projets. On ne peut pas parler de projet si en amont il n'y a pas d'études correctes, s'il n'y a pas de projet. C'est pour cela que pour compléter ce tableau, la ville de Douala, à travers la communauté urbaine, a pensé donc à créer à part un grand cabinet d'études, société d'études de Douala. Régi par l'acte uniforme OHADA, la loi régissant l'urbanisme au Cameroun est conforme à la délibération du 26 octobre 2018 autorisant le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de créer et de souscrire à un capital de la Société des études urbaines de Douala. La CEDO-SA sera dotée d'un capital de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous sommes partis pour lever des fonds ou un capital de 1,75 milliard. Nous sommes à 1,3 milliard. Donc un taux de réalisation qui dépasse largement 90%, puisque le milliard est toujours là. De par le temps qui court, je voudrais dire que l'idée a trouvé une bonne adhésion, parce que tout cela, ça s'est fait en moins de 3 mois. Outre l'identification des souscripteurs, l'adoption des statuts, la nomination des administrateurs, mais aussi l'élection d'un commissaire aux comptes et son suppléant, l'Assemblée générale constitutive de ce 11 octobre 2019 à Douala marque un pas supplémentaire dans le processus de modernisation du poumon économique du Cameroun. Le CEDO qui a vu le jour aujourd'hui, c'est l'occasion que nous remercions le promoteur qui est en fait la communauté urbaine, par l'entremise de son délégué, M. Tonnet Frise. Et je le remercie déjà pour la vision qu'il a pour que cette société d'études enfin soit là, prenne ses marques pour que nous nous assurons que les projets
de la communauté urbaine et des particuliers ici dans cette ville ne se feront plus n'importe comment. Rappelons que la CEDO-SA ambitionne d'offrir son expertise au-delà de la ville de Douala sur l'ensemble du triangle national et dans la sous-région. Rendons-nous à présent à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, où le ministre du Développement urbain et de l'Habitat forme ses cadres sur le concept d'irrégularité, des fautes de gestion, de préjudice et de responsabilité dans le domaine de la gestion et le contrôle des finances publiques. Jean-Oscar Libok, Mohamed et Soumbadou. Pour un ministère dont la gestion des fonds ne souffre d'aucune faute liée à la gestion de ces derniers, Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, organise pour tous ses collaborateurs gestionnaires de fonds publics une formation sur les concepts d'irrégularité, de faute de gestion, de préjudice et de responsabilité dans le domaine de la gestion et du contrôle des finances publiques. Ces derniers sont entretenus par les responsables du contrôle supérieur de l'État que conduisait le ministre délégué à la présidence auprès des services du contrôle supérieur de l'État, Rose Mba Acha. Le contrôle supérieur de l'État, c'est l'institution supérieure de contrôle du Cameroun. Nous sommes appelés le gendarme de l'État. Et parce que nous voulons privilégier le volet de prévention, c'est pour ça que nous voulons former, nous voulons sensibiliser les gestionnaires, les ordonnateurs et des gérants, les crédits publics, sur ce qu'ils doivent connaître. Pour que si le contrôle supérieur vient comme auditeur externe pour contrôler, on ne trouve même pas de faute, si c'est possible, parce que les gens seront outillés, seront assez sensibilisés pour connaître les différentes lois et réglementations qui gèrent le département ministériel, ou bien qui gèrent leur structure et les sanctions. On va les sensibiliser sous la responsabilité, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Le MINDU qui exprime pour ses collaborateurs une meilleure appréhension de la gestion des fonds publics. Mais j'ai tenu à ce que ces jeunes gestionnaires de budget, que ce soit les chefs de service, les sous-directeurs, les directeurs, les délégués régionaux, qu'ensemble nous nous remettions à l'école, qu'ils sachent que je sais qu'ils sont formés. Et que demain, s'il y a faute, ça devrait être une faute volontaire. Or, il vaut mieux que ce soit des erreurs que des fautes qui entament le bien public de l'État. Donc, il était important qu'on appelle, ayant moi-même été formé, apprenant auprès de Madame le ministre, que je l'invite avec ses collaborateurs, ses contrôleurs de taille, pour venir tenir la main à mes enfants, à ces jeunes gestionnaires de budget, afin qu'ensemble, on essaye de faire au mieux. Il n'y a pas de vie parfaite, mais qu'on essaye de faire au mieux pour répondre à l'appel du président qui demande plus de transparence, plus de gouvernance, pour que nos États soient aussi développés comme les autres. Donc c'est une journée exceptionnelle pour moi et mes collaborateurs qui vont se former sur les responsabilités, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Au sortir de cette formation, les apprenants seront assez outillés pour ne pas tomber sur les travers des détournements des fonds publics et surtout sur les fautes de gestion des finances mises à leur disposition. 2, 1. Parlons à présent de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. La ville de Garoua est passée à la phase active. Des vaccins ont été administrés aux chèvres et autres moutons dans les cheptels pour assurer la pérennité de cette activité. Frédéric Boutomé, Seydou Fonzi. Cette campagne couvre tous les départements de la région du nord du Cameroun. Elle est obligatoire pour tous les éleveurs possédant des petits ruminants. Constitue une filière importante de l'élevage du bétail dans cette région. Souffre depuis belle lurette de l'épisodie de peste des petits ruminants qui est un handicap majeur à l'épanouissement de cette filière. Monsieur le gouverneur de la région du Nord, la vaccination des petits ruminants que vous lancez aujourd'hui et qui se poursuivra désormais rassure les éleveurs que la peste
de petits ruminants et autres maladies seront éradiquées pour laisser la place au développement de cette filière. En procédant au lancement effectif de la campagne de vaccination de masse des chèvres et des moutons contre la peste des petits ruminants, Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord, a recommandé au président des fédérations de dénoncer tous les éleveurs qui se mettent en marge de cette opération qui vise à enrayer l'épisodie de peste qui sévit depuis un certain temps dans quelques localités de la région du Nord. L'activité que nous avons menée aujourd'hui rentre dans le cadre des prescriptions du gouvernement pour sauvegarder le cheptel des petits ruminants, et les efforts qui sont faits à travers le Prodel visent justement à mettre à la disposition des éleveurs non seulement de la nourriture pour ces différents ruminants, mais aussi une bonne sécurité en matière de prévention des épisodies. Cette campagne va se généraliser dans toute la région. L'énergie solaire pour pouvoir améliorer l'habillement des animaux. Par exemple, cette année même, on a bénéficié des billes pour la mise en place non seulement des forages, mais des mares artificielles aussi, dans l'environnement du tube. Précisons que cette campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants est gratuite et prendra fin le 30 octobre 2019 prochain. Un nouveau responsable des anciens combattants et victimes de guerre de la région de l'ouest du Cameroun est désormais aux commandes. Il s'agit du capitaine de vaisseau Francis Akben Diffor, qui a reçu pour principale prescription une franche collaboration entre les populations et les anciens militaires, qui sont désormais sa priorité. Frédéric Moutamer, Herbert Kwamon. François Akben Diffor, puisqu'il s'agit de lui, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par Koumpa Issa, secrétaire d'État auprès du ministre délégué à la présidence chargé de la défense et en charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Il lui a été demandé de maintenir la discipline dans les rangs, la franche collaboration entre les forces de défense et les populations, bref, d'assurer un encadrement adéquat de ces valeureux soldats qui ont servi avec honneur, abnégation et fidélité la République. Travailler étroitement avec les hommes sur le terrain dans le strict respect des lois et règlements militaires. Maintenir un climat de parfaite collaboration avec les populations dont l'appui est nécessaire et indispensable pour lutter contre l'insécurité et surtout impliquer automatiquement les anciens militaires et victimes de guerre dans votre action sur le terrain pour le bien du service. Le capitaine de vaisseau François Akben Diffor, âgé de 53 ans, remplace à ce poste le colonel Sébastien Thiopi, promu conseiller technique auprès du secrétaire d'État en charge des anciens combattants et des victimes de guerre. La cérémonie, qui s'est déroulée dans la cour d'honneur de la brigade d'intervention rapide de Bafoussam, s'est achevée dans la salle des réunions à raison de Dame Pluie qui s'est invitée à la dite cérémonie. Et on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières avec l'espoir d'un accord sur le Brexit, où Londres et Bruxelles ont entamé d'intenses négociations autour d'un compromis sur le dossier de la frontière irlandaise. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Londres et Bruxelles se sont lancés ce vendredi dans d'intenses négociations pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit. À 20 jours du divorce, la reprise in extremis des pourparlers signifie que les négociateurs européens et britanniques, Michel Barnier et Steve Barclay, estiment qu'il y a encore une chance de trouver une solution. Nous avons eu une réunion constructive avec Steve Barclay et l'équipe britannique. Je vais maintenant en rendre compte aux 27 ambassadeurs et au groupe directeur du Brexit du Parlement. Comme je l'ai déjà dit, le Brexit, c'est comme gravir une montagne. Nous avons besoin de détermination, de vigilance et de patience. Le vent d'optimisme s'est levé jeudi après un entretien entre les premiers ministres britanniques et irlandais qui disent avoir entrevu un possible compromis.
Jusqu'à présent, l'Union européenne a refusé les propositions de Boris Johnson, mais Bruxelles souhaite éviter un Brexit sans accord. Bien sûr, il n'y a aucune garantie de succès, le temps est pratiquement écoulé, mais même la moindre chance doit être utilisée. Un Brexit sans accord ne sera jamais le choix de l'Union européenne. La question des contrôles douaniers sur la frontière irlandaise semblait jusqu'à présent insoluble. Le compromis en discussion pourrait finalement y apporter une solution. Le bilan des discussions sera fait lundi, à la veille d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. C'est tout pour cette livraison de l'information ce vendredi. Merci de nous avoir accordé votre attention. Mais restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon début du week-end à toutes et à tous. Au revoir.